Paris respirait en murmures à 2h27 du matin. Les rues vides reflétaient les lumières jaunâtres des réverbères, créant une mosaïque mélancolique sur l'asphalte mouillé par la bruine typique d'octobre. Au cœur du quartier financier, l'immeuble du groupe Montvignon se dressait comme un géant endormi, ses fenêtres sombres contrastant avec la vie qui bouillonnait dans ses étages pendant la journée. Maël Montvignon gara son Audi A8 au sous-sol avec plus de force que nécessaire. Le bruit du moteur résonna dans le parking vide, amplifiant l'irritation qui pulsait encore dans ses tempes. La dispute avec son père S était prolongée tard dans la soirée au restaurant La Serre, transformant un dîner d'affaires en confrontation familiale. Les mots échangés résonnaient encore. « Tu gères cette entreprise comme si c'était un jeu, Maël. Les Montvignon ne se permettent pas d'échouer. » Il desserra sa cravate Hermès en sortant de l'ascenseur au 23e étage. Le couloir baignait dans une pénombre bleutée, éclairé seulement par les lumières de sécurité. Ses pas résonnaient sur le marbre poli, chaque écho lui rappelant la solitude qu'il habitait depuis des années. À 35 ans, Maël possédait tout ce qu'un homme pourrait désirer, fortune, pouvoir, respect. Pourtant, en cet instant, il se sentait aussi vide que les couloirs qu'il traversait. Il poussa la porte de son bureau, cherchant le silence qui lui permettrait de réfléchir, de planifier, de reprendre contrôle. Mais ce qu'il découvrit le figea sur place. Sur le canapé de cuir italien, une silhouette était recroquevillée. Une femme dormait, vêtue d'un uniforme gris foncé, ses longs cheveux noirs et lisses tombant délicatement sur son visage. Une partie était encore retenue dans un chignon simple qui commençait à se défaire. Ses traits détendus par le sommeil révélaient une beauté naturelle et apaisante, sa peau moréna claire semblant capturer la faible lumière qui filtrait par les baies vitrées. Maël resta immobile, observant cette intrusion inattendue dans son monde ordonné. Il aurait dû être irrité, appeler la sécurité, faire renvoyer cet employé pour négligence. Mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être était-ce la façon dont elle semblait si paisible, si authentique dans sa vulnérabilité. Ou peut-être était-ce simplement qu'après des années à être entouré de personnes qui calculaient chaque mot, chaque geste en sa présence, voir quelqu'un qu'il ignorait complètement était rafraîchissant. Il s'approcha silencieusement, remarquant les détails qui trahissaient une journée difficile, les cheveux légèrement emmêlés, les traces de fatigue sous les yeux fermés, les mains aux ongles courts et propres, mais marquées par le travail. Cette femme ne faisait pas semblant. Elle était réelle, tangible, humaine d'une manière que Maël avait oubliée. Un léger parfum flottait autour d'elle, délicat et fleuri. Chloé Eau de Parfum, reconnut-il. Étonnant qu'une femme de ménage porte un parfum si raffiné. Cette contradiction l'intrigua davantage. Océane Lavergne remua légèrement dans son sommeil, son visage se tournant vers la lumière de la lune qui filtrait par les grandes fenêtres. Dans ce mouvement inconscient, Maël aperçut une expression de paix qui l'enviait. Quand avait-il dormi ainsi pour la dernière fois, sans tension dans les épaules, sans plis soucieux au front? Il se dirigea vers son bureau, retirant sa veste et la posant soigneusement sur le dossier de son fauteuil. Puis, il ouvrit un tiroir et en sortit une couverture qu'il gardait pour les longues nuits de travail. Sans réfléchir aux conséquences, il s'approcha de nouveau du canapé et déposa délicatement la couverture sur la forme endormie. Océane soupira dans son sommeil, instinctivement se blottissant sous la chaleur inattendue. Ce simple geste toucha quelque chose en Maël qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps, une tendresse qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer, une douceur que son éducation et son statut avaient réprimée. Il s'installa dans son fauteuil, non pas pour travailler, mais pour veiller. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Maël Montvignon n'avait pas envie d'être ailleurs. Cette femme inconnue, par sa simple présence endormie, avait transformé son bureau froid en un espace presque humain. Les minutes écoulèrent lentement. Paris continuait de respirer à travers les fenêtres, mais l'agitation intérieure de Maël était apaisée. Il observait le léger mouvement de respiration d'Océane, la façon dont ses lèvres entr'ouvertes laissaient échapper de petits souffles réguliers. Dans ce silence partagé, quelque chose de nouveau naissait, une connexion inexpliquée entre deux solitudes qui venaient de se découvrir sans même se connaître. Lorsque l'aube commença à pointer à l'horizon, teintant le ciel parisien de nuances roses et dorées, Maël comprit que cette nuit avait marqué un tournant. Il ne savait pas encore lequel, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait hâte de découvrir ce que le jour suivant lui réserverait. Le premier rayon de soleil qui caressa le visage d'Océane lui fit ouvrir les yeux avec douceur. Pendant quelques secondes,
Elle flotta dans cette zone floue entre rêve et réalité, où l'esprit cherche encore ses repères. Puis la réalité la frappa comme une gifle glacée. Elle était dans le bureau du PDG, sur son canapé, recouverte d'une couverture qu'elle n'avait jamais vue. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser dans sa poitrine. D'un bond, elle se redressa, ses cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules. Ses yeux avelats clairs balayèrent frénétiquement la pièce, cherchant une présence, une explication, une échappatoire. « Bonjour !» La voix grave venait de derrière elle. Océane se retourna si brusquement qu'elle faillit perdre l'équilibre. Maël Monvignon se tenait près de la fenêtre, une tasse de café fumant à la main. Il portait encore sa chemise blanche de la veille, mais sa cravate avait disparu et les premiers boutons étaient défaits. Cette négligence inhabituelle le rendait étrangement plus humain, moins intimidant que sur les photos officielles qu'elle avait vues dans les couloirs. « Monsieur, Océane se leva précipitamment, ses mains tremblant légèrement. Elle commença à faire craquer ses doigts, un tic nerveux qu'elle avait depuis l'enfance. « Je suis désolée, je ne voulais pas... Je pensais que vous alliez être renvoyé. » Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix, mais pas de colère. Cette absence d'hostilité déstabilisa Océane encore davantage. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Dans son esprit, elle voyait déjà grand-mère Agnès apprendre qu'elle avait perdu son travail, les factures qui s'accumuleraient, les médicaments qu'elle ne pourrait plus acheter. Maël posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre et s'approcha lentement, comme pour ne pas effrayer un animal blessé. « Comment vous appelez-vous »« Océane, Océane Lavergne. » Sa voix haine était qu'un murmure. « Océane. » Il répéta son prénom avec une douceur inattendue, comme s'il goûtait chaque syllabe. « Vous travaillez ici depuis longtemps. 2 ans et demi, monsieur. » Elle gardait les yeux baissés, fixant ses chaussures de sécurité usées. « Je fais les étages de nuit. D'habitude, vous n'êtes jamais là à cette heure, je sais. » Il s'arrêta à quelques pas d'elle, respectant une distance qui lui permettait de ne pas se sentir acculé. Hier était une nuit particulière. Océane risqua un regard vers lui. Dans la lumière dorée du matin, elle remarqua les fines rides de fatigue autour de ses yeux gris-vert, les cernes qui trahissaient ses propres nuits difficiles. Cet homme qui semblait avoir tout n'avait visiblement pas dormi non plus. « Je peux partir maintenant, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Je reviendrai ce soir pour finir le nettoyage, si vous le souhaitez. » « Océane » sa voix l'arrêta. « Pourquoi étiez-vous si fatiguée hier soir ?» Cette question la prit au dépourvu. Personne ne lui demandait jamais comment elle allait. Pourquoi elle semblait épuisée? Les gens voyaient l'uniforme, pas la femme qui le portait. « Ma grand-mère était malade hier, m'avoua-t-elle malgré elle. J'ai passé la journée à l'hôpital avec elle avant de venir travailler. Je suppose que la fatigue a eu raison de vous. » Il termina sa phrase avec une compréhension qui la surprit. Un silence s'installa entre eux, ni pesant ni gênant, mais chargé d'une émotion indéfinissable. Océane observait cet homme qui aurait pu la faire renvoyer d'un claquement de doigts, mais qui semblait plutôt préoccupé par son bien-être. « Votre grand-mère va mieux ?» demanda-t-il. « Elle est rentrée ce matin. C'est une femme forte, elle se remet toujours. » Océane sourit pour la première fois depuis son réveil. Elle dit que c'est parce qu'elle écoute Édith Piaf tous les jours, que la musique garde le cœur jeune. Maël sourit aussi, un sourire authentique qui transforma complètement son visage. Elle a peut-être raison. Ma mère disait quelque chose de similaire. Le passé de sa phrase n'échappa pas à Océane, qui perçut une faille dans cette armure d'homme d'affaires, mais elle n'osa pas creuser. « Je devrais y aller », murmura-t-elle. « Grand-mère doit s'inquiéter. » Maël hocha la tête, mais elle vit qu'il hésitait, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Finalement, il se contenta de dire « Prenez soin de vous, Océane, et de votre grand-mère. » Elle ramassa la couverture, la plia soigneusement et la posa sur le canapé. « Merci pour tout. » En se dirigeant vers la porte, elle sentit son regard sur elle, mais résista à l'envie de se retourner. Dans le couloir, son cœur battait encore à tout rompre, mais pour une raison différente maintenant. Maël Monvignon N n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé. Il y avait en lui une gentillesse cachée, une solitude qui faisait écho à la sienne. Et cette découverte la troublait plus qu'elle n'osait se l'avouer. Dans l'ascenseur qui la menait vers la sortie, Océane ferma les yeux et se revit endormie sur ce canapé, protégée par une couverture qu'il avait posée sur elle avec une délicatesse inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait pris soin d'elle, et cette sensation était à la fois merveilleuse et terrifiante. 3 semaines s'écoulèrent sans qu'Océane revoie Maël Monvignon. Elle avait repris ses rondes nocturnes, nettoyant méticuleusement chaque bureau,
chaque couloir, en évitant soigneusement le 23e étage. Pourtant, malgré elle, ses pensées revenaient sans cesse vers cette matinée où il avait prononcé son prénom avec tant de douceur. Dans le petit appartement de Belleville qu'elle partageait avec sa grand-mère, la routine avait repris. Madame Agnès Lavergne, 72 ans, aux cheveux blancs comme neige et aux yeux pétillants de malice, elle s'était complètement remise de son malaise. Ce matin-là, elle était installée sur la petite terrasse fleurie, écoutant « La vie en rose » tout en arrosant ses géraniums. « Tu as l'air ailleurs ces derniers temps, ma chérie », observa-t-elle, quand Océane vint lui apporter son thé à la bergamote. « Tu penses à un garçon ?» Océane faillit renverser la théière. « Grand-mère, pas du tout. »« Ah, ce rouge qui te monte aux joues dit le contraire. » Agnès sourit avec tendresse. « Tu sais, j'ai eu ton âge, moi aussi. Et quand une femme commence à regarder par la fenêtre avec ce regard-là, quel regard ?» Océane s'assit à côté d'elle, arrangeant machinalement les plis de sa robe vintage qu'elle avait retouchée la veille. Celui qui cherche quelque chose qu'on n'ose pas nommer. La vieille dame posa sa main ridée sur celle de sa petite fille. « Raconte-moi. » Océane hésita, puis se surprit à tout raconter. La nuit où elle cesse était endormie. Le réveil, la gentillesse inattendue de cet homme qu'elle croyait connaître par ouï-dire. Agnès écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête. « Montvignon », murmura-t-elle finalement, une ombre passant dans ses yeux. « Ce nom me dit quelque chose. C'est normal, grand-mère. C'est une famille puissante. Ils possèdent la moitié des entreprises de Paris. » Mais Agnès fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. « Non, c'est autre chose. Quelque chose d'ancien. » Elle secoua la tête. « Peu importe. Dis-moi plutôt ce que tu ressens pour ce garçon. »« Je ne ressens rien, » protesta Océane un peu trop vite. « C'est juste que... il n'était pas comme je l'imaginais. » Ce soir-là, en se préparant pour le travail, Océane choisit avec plus de soin que d'habitude sa tenue sous l'uniforme. Une blouse blanche délicate, un jean bien coupé, au cas où, puis elle se moqua d'elle-même. Il ne serait sûrement pas là. Mais en arrivant au 22e étage vers minuit, elle remarqua que la lumière du bureau de Maël était allumée. Son cœur s'accéléra malgré elle. Elle termina méthodiquement le nettoyage des autres étages avant de monter, se donnant le temps de maîtriser son émotion. La porte de son bureau était entr'ouverte. Océane frappa doucement. « Entrez ». Il était là, penché sur des dossiers, les manches de sa chemise remontées. Quand il leva les yeux et la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui lui coupa le souffle. « Océane, comment va votre grand-mère ?»« Mieux, merci. » Elle fut touchée qu'il s'en souvienne. « Je peux nettoyer maintenant ou... » « Bien sûr. » Il rassembla quelques papiers. « Je vais vous laisser. »« Non !» Le mot avait jailli malgré elle. Elle rougit. « Je veux dire, vous pouvez rester. Je fais juste le sol et les surfaces, ça ne vous dérangera pas. » Maël la regarda un instant, surpris par son audace, puis sourit. « D'accord. » Océane commença son travail, hyper consciente de sa présence. Elle savait qu'il l'observait parfois, subrepticement, quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Cette attention la troublait et la rassurait à la fois. « Vous faites ce travail depuis longtemps ?» demanda-t-il soudain. « Depuis que j'ai 18 ans. » Elle épousseta soigneusement une étagère. « J'ai quitté l'école pour m'occuper de ma grand-mère. Vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose ?» Océane s'arrêta, le chiffon suspendu dans sa main. Personne ne lui avait jamais posé cette question. « Si, j'aimerais avoir un petit atelier de couture. » Elle rougit de son aveu. « Je restaure des vêtements anciens, j'en crée parfois, mais c'est juste un rêve. » Pourquoi juste un rêve? Parce que les rêves, c'est pour ceux qui peuvent se les permettre. Sa voix se durcit légèrement. Moi, j'ai des responsabilités. Maël se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant Paris qui scintillait en contrebas. Vous savez, j'envie parfois les gens qui ont des rêves simples et beaux. Moi, on a décidé du mien avant ma naissance. Vous n'êtes pas heureux? La question lui échappa, et elle se mordit la lèvre, certaine d'avoir franchi une limite. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit une vulnérabilité qui la bouleversa. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, être heureux. Le silence qui suivit vibrait d'émotion. Océane sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, une envie irrépressible de consoler cet homme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Votre mère, vous avez dit qu'elle aimait la musique ?» Il hocha la tête. Elle jouait du piano, Chopin, surtout. Elle disait que la musique était le seul endroit où elle pouvait vraiment être elle-même. Grand-mère dit pareil. Que Piaf lui rappelle qui elle était avant que la vie ne l'oblige à devenir quelqu'un d'autre. Leurs regards se croisèrent, et Océane comprit qu'ils parlaient en la même langue, celle des âmes esseulées qui se reconnaissent malgré les différences de classe et de destin.
Cette nuit-là, quand elle quitta le bureau, quelque chose avait changé entre eux. Un lien invisible s'était tissé, fragile encore, mais réel. Les nuits suivantes prirent une teinte différente. Maëlle commença à rester plus tard au bureau, prétextant des dossiers urgents. Mais Océane savait qu'il l'attendait. Elle aussi avait modifié subtilement ses horaires, arrivant plus tôt au 23e étage, le cœur battant à l'idée de leur conversation nocturne. Ce jeudi soir de novembre, une pluie fine tambourinait contre les baies vitrées quand Océane poussa la porte du bureau. Maëlle était debout, près de la machine à café, 2 tasses à la main. « J'ai pensé que vous pourriez avoir froid », dit-il en lui tendant une tasse fumante. Océane accepta le café, leurs doigts s'effleurant une fraction de seconde. Cette simple caresse involontaire envoya une onde de chaleur dans tout son corps. « Merci ». Elle but une gorgée, savourant l'arôme riche. « Vous n'étiez pas obligé. J'en avais envie. » Il la regardait par-dessus sa tasse, et dans ses yeux gris-vert, elle lut quelque chose qu'elle n'osait interpréter. Océane commença son travail, mais l'atmosphère était différente ce soir, plus intime, plus chargée d'une tension qu'aucun des deux n'osait nommer. Maëlle avait abandonné ses papiers et l'observait ouvertement maintenant, fascinée par la grâce naturelle avec laquelle elle évoluait dans l'espace. « Océane ?» Sa voix était plus grave que d'habitude. « Oui, pourriez-vous me parler de vos créations, vos robes ?» Elle s'arrêta, surprise. « Vous voulez vraiment savoir ?»« Tout. » Alors, tout en nettoyant, Océane se mit à parler. Elle raconta comment elle chinait dans les marchés aux puces de Saint-Ouen, comment elle donnait une seconde vie aux tissus oubliés, comment chaque point de couture était une prière pour un avenir meilleur. Sa passion illuminait son visage, transformait sa voix, et Maëlle se trouvait hypnotisée par cette femme qui révélait sa véritable essence. « J'aimerais les voir », murmura-t-il quand elle eut terminé. « Mes robes ?» Océane faillit lâcher son chiffon. « Elles ne sont pas. Enfin, ce ne sont que des tentatives amateurs, j'en doute. » Il se leva et s'approcha d'elle lentement. « Tout ce que vous faites semble porter une marque de beauté. » Le compliment la fit rougir jusqu'aux oreilles. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, avec cette sincérité désarmante. « Et vous ?» demanda-t-elle pour détourner l'attention de son trouble. « À quoi ressemblait votre enfance avant que tout soit décidé pour vous ?» Le visage de Maëlle s'assombrit. Il retourna s'asseoir, fixant Paris par la fenêtre. « J'avais 8 ans quand ma mère est morte dans un accident de voiture. Mon père, il a changé après ça. Il est devenu dur, obsédé par les affaires, par l'héritage familial. Il disait que les sentiments étaient un luxe que les Monvignons ne pouvaient pas se permettre. » Océane sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle posa sa main sur son épaule. Il tressaillit sous ce contact inattendu, puis se détendit. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Vous savez ce qui est ironique ?» Il posa sa main sur la sienne, l'emprisonnant doucement contre son épaule. « Il m'a appris à être impitoyable en affaires, à ne jamais montrer de faiblesse. Et maintenant, avec vous. » Il ne termina pas sa phrase, mais Océane comprit. Avec elle, il redevenait humain. Maëlle. Elle prononça son prénom pour la première fois, et il ferma les yeux, comme si ce simple mot lui faisait mal. « Ah, ne dites rien, chuchota-t-il. Pas encore. » Ils restèrent ainsi quelques instants, reliés par cette main posée sur son épaule, par ce prénom murmuré, par tout ce qu'il n'osait pas encore se dire. Puis Océane se recula doucement, reprenant son travail avec des gestes mécaniques. Mais quelque chose avait basculé entre eux. Une frontière invisible venait d'être franchie. « Mon père organise un gala la semaine prochaine, » dit soudain Maëlle. « Une soirée caritative pour l'hôpital Saint-Louis. Tout le gratin parisien sera là. Ça doit être magnifique, » répondit Océane sans lever les yeux, se demandant pourquoi il lui racontait cela. « Je me demandais... » Il hésita, puis se lança. « Accepteriez-vous de m'accompagner » Océane se figea. Lentement, elle se tourna vers lui, certaine d'avoir mal entendu. « Vous plaisantez ? Jamais je n'ai été plus sérieux. » Il se leva, s'approchant d'elle avec détermination. « Je sais que c'est fou, que nos mondes sont différents, mais... » Elle avait du mal à respirer. « Mais je n'ai jamais ressenti ça avant. Cette envie d'être quelqu'un de meilleur quand je suis avec vous. Cette impression que vous me voyez vraiment, pas seulement le nom que je porte. » Océane sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment pouvait-il ne pas comprendre l'impossibilité de ce qu'il demandait? « Maëlle, regardez-moi. Vraiment regardez-moi. » Elle désigna son uniforme, ses mains abîmées par le travail. « Je ne suis qu'une femme de ménage. Vous êtes Océane, » répliqua-t-il avec une fermeté qui la surprit. « Et c'est tout ce qui compte. » Dans ses yeux,
Elle vit une détermination qu'elle ne lui connaissait pas, mêlée à une vulnérabilité qui la bouleversa. Cet homme puissant, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, la suppliait presque de lui donner une chance. « Je dois réfléchir », balbutia-t-elle. « Bien sûr. » Il recula, respectant son espace. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Mais en quittant le bureau cette nuit-là, Océane savait déjà que sa réponse chamboulerait sa vie à jamais. La question était, aurait-elle le courage de la donner? Océane passa les 3 jours suivants dans un état second. L'invitation de Maël résonnait dans sa tête comme une mélodie obsédante, la faisant osciller entre euphorie et panique. Elle se surprenait à rêvasser au milieu de ses tâches ménagères, imaginant ce que ce serait de pénétrer dans ce monde doré qu'elle ne connaissait que de l'extérieur. Madame Agnès observait sa petite fille avec un mélange d'inquiétude et de tendresse. Ce dimanche matin, alors qu'Océane tournait en rond dans le petit salon en faisant craquer ses doigts de manière compulsive, elle décida d'intervenir. « Ma chérie, tu vas user le parquet à force de faire les 100 pas. Assieds-toi et dis-moi ce qui te tracasse. » Océane s'effondra dans le fauteuil fleuri, enfouissant son visage dans ses mains. « Grand-mère, j'ai fait quelque chose de terrible. »« Quoi donc? Tu as volé la Joconde ?» plaisanta Agnès en posant sa broderie. « Pire, je suis tombée amoureuse. » Un silence s'installa. Agnès étudia le visage de sa petite fille avec attention. « De ton patron ?» Océane hocha la tête misérablement. « Il m'a invité à un gala, un vrai gala parisien avec tout le gratin. Tu te rends compte de l'absurdité? Et qu'as-tu répondu? Que j'allais réfléchir. Mais enfin, grand-mère, comment pourrais-je y aller? Je n'ai rien à me mettre. Je ne sais pas comment me comporter dans ce milieu. Et surtout, que dira-t-on quand ils découvriront qui je suis vraiment ?» Agnès se leva lentement, ses articulations craquant, et disparut dans sa chambre. Elle revint quelques minutes plus tard, portant une housse de vêtements jaunis par les années. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te montrer, » dit-elle en posant précautionneusement la housse sur le canapé. « Cela appartenait à ta mère. » D'un geste révérencieux, elle ouvrit la fermeture éclair. Océane retint son souffle. À l'intérieur se trouvait une robe de soirée d'un bleu nuit profond, en soie sauvage. La coupe était intemporelle, élégante, avec un décolleté sage et une jupe qui tombait en cascade. Malgré les années, le tissu avait conservé son éclat. « Maman portait ça », murmura Océane, les larmes aux yeux. Une seule fois. C était pour son 20e anniversaire. Elle l'avait cousu elle-même, tu sais. Elle avait tes talents, peut-être même plus. Agnès caressa délicatement le tissu. Elle était si belle ce soir-là. Ton père n'arrivait pas à détacher ses yeux d'elle. Océane toucha la robe avec respect, sentant presque la présence de sa mère dans chaque pli. Pourquoi ne me l'as-tu jamais montré? Parce que j'attendais le bon moment. Et je crois qu'il est arrivé. Grand-mère, je ne peux pas. Si, tu peux. Agnès prit les mains de sa petite fille dans les siennes. Écoute-moi bien, mon enfant. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que l'amour véritable ne frappe qu'une fois dans une vie. Si cet homme te regarde comme ton père regardait ta mère, alors peu importe d'où il vient. Océane essaya la robe cet après-midi-là. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été cousue pour elle. Face au miroir de la chambre, elle ne se reconnaissait pas. La jeune femme qui lui faisait face avait une élégance naturelle, une grâce qui transcendait les barrières sociales. « Tu es magnifique », souffla Agnès depuis le seuil. Exactement comme elle. Ce soir-là, Océane se rendit au bureau avec une détermination nouvelle. Elle avait pris sa décision, mais elle voulait d'abord comprendre quelque chose qui la taraudait. Maël l'attendait, comme toujours maintenant. Quand elle entra, il leva les yeux avec espoir. « Océane, avez-vous réfléchi à ma proposition ?»« Oui. » Elle s'avança vers lui, le cœur battant. « Mais j'ai d'abord une question. Tout ce que vous voudrez. Pourquoi moi ?» Sa voix tremblait légèrement. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme de votre milieu. Pourquoi une employée de ménage que vous avez trouvée endormie sur votre canapé ?» Maël se leva, contourna son bureau et vint se placer face à elle. Dans la lumière tamisée, ses yeux semblaient presque tendres. « Parce que vous êtes la première personne qui me regarde, sans voir mon compte en banque ou mon nom de famille. Parce que quand vous souriez, j'ai l'impression de redevenir humain. Parce que vous m'avez montré qu'il existait encore de la beauté dans ce monde. Une beauté vraie, authentique. » Il prit délicatement ses mains dans les siennes. « Et parce que je tombe amoureux de vous un peu plus chaque nuit. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Océane comme une révélation. Elle vit dans ses yeux qu'il ne mentait pas, qu'il était aussi vulnérable qu'elle en cet instant. « J'accepte », murmura-t-elle. Le sourire qui illumina le visage de Maël fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Il porta ses mains à ses lèvres
et y déposa un baiser d'une tendresse infinie. « Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. J'espère que vous non plus ne le regretterez pas, » répondit-elle, pensant au gouffre qui séparait leurs deux mondes. Mais en cet instant, avec ses mains dans les siennes et ce regard qui la consumait, Océane se dit que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait vraiment tout surmonter. Le gala aurait lieu dans 4 jours. 4 jours pour préparer une entrée dans un monde qui n'était pas le sien, mais où l'attendait l'homme qu'elle aimait. L'hôtel de Crillon brillait de 1000 feux en ce samedi soir de décembre. Les voitures de luxe se succédaient devant l'entrée principale, déversant leur flot d'invités parés de leurs plus beaux atours. Dans le salon Aubusson, le gratin parisien se pressait autour des coupes de champagne cristal, leur rire cristallin se mêlant aux notes du quatuor à cordes. Océane contemplait cette scène depuis la fenêtre de la suite que Maël avait réservée pour qu'elle puisse se préparer en toute tranquillité. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant une dernière fois la robe bleu nuit de sa mère. Le tissu épousait parfaitement ses courbes, lui donnant une élégance qu'elle ne se connaissait pas. Un coup discret à la porte la fit sursauter. « Océane, c'est moi !» Elle ouvrit à Maël et vit ses yeux s'agrandir. Il portait un smoking brioni impeccable, mais séqué était son expression qui la bouleversa, un mélange d'admiration et de émotion pure. « Vous êtes... c'est éblouissante !» murmura-t-il. « Vous ne mentez pas pour me rassurer ?» En guise de réponse, il s'approcha et posa délicatement ses mains sur ses épaules nues. « Vous êtes la plus belle femme de Paris ce soir. » Il ouvrit un écrin de velours noir. À l'intérieur reposait un collier de perles d'une simplicité raffinée. « Elles appartenaient à ma mère, » expliqua-t-il en le passant délicatement autour de son cou. « Elle aurait adoré vous voir les porter. » Le contact de ses doigts sur sa nuque envoya des frissons dans tout le corps d'Océane. Quand il eut terminé, leurs regards se croisèrent dans le miroir, et elle y lut une promesse qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. L'entrée dans le salon fut un moment suspendu. Océane sentit tous les regards converger vers eux, mais au bras de Maël, elle puisa une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Il la guidait avec une fierté évidente, la présentant comme « Mademoiselle Lavergne », sans jamais mentionner son travail. « Maël, mon garçon !» Un homme corpulent aux cheveux gris s'approcha, un cigare à la main. « Tu ne nous présentes pas ta charmante compagne ?»« Père !» La voix de Maël se tendit imperceptiblement. « Océane, voici Gérard Monvignon. » Le père de Maël détailla Océane de la tête aux pieds avec un regard calculateur. « Ravissant, vraiment. »« Et que fait votre famille, mademoiselle ?» Océane sentit son estomac se nouer. « Ma grand-mère, elle est retraitée. »« Ah !» Gérard Monvignon hocha la tête poliment, mais elle vit l'interrogation dans ses yeux. « Et vous-même ?»« Père !» intervint Maël fermement. « Nous allons saluer les autres invités. » Il entraîna Océane vers le centre de la pièce, mais elle sentait déjà le poids des regards inquisiteurs, des murmures discrets. Ces gens avaient un radar infaillible pour détecter les intrus. Maël Monvignon, quel plaisir! Une femme blonde aux diamants étincelants se dirigea vers eux. Et qui est cette mystérieuse beauté? Camille, je te présente Océane. Maël serra imperceptiblement la main d'Océane. Océane, voici Camille de Montclair, une amie d'enfance. Camille examina Océane avec l'œil expert d'une femme habituée à jauger la concurrence. Cette robe est magnifique. Du Saint-Laurent? Non, c'est... Océane hésita. C'est de la couture. Ah, une créatrice indépendante, comme c'est original. Le sourire de Camille ne monta pas jusqu'à ses yeux. Et où expose-t-elle, cette créatrice? Le piège se refermait. Océane sentit la panique l'envahir, mais la main de Maël sur la sienne l'ancra. C'est un talent en devenir, répondit-il calmement. Parfois les plus belles créations naissent loin des projecteurs. La soirée se poursuivit ainsi, entre conversations polies et regards scrutateurs. Océane navigua tant bien que mal dans ce monde de codes non dits, s'accrochant à la présence rassurante de Maël. Mais elle sentait qu'elle ne trompait personne. Vers minuit, épuisée par l'effort constant de paraître à sa place, elle s'éclipsa sur la terrasse. L'air frais de décembre caressa son visage brûlant, lui apportant un répit bienvenu. « Vous vous cachez ?» Elle se retourna. Gérard Monvignon s'approchait, son regard perçant fixé sur elle. « Monsieur Monvignon !» Elle se redressa, tentant de dissimuler son malaise. « Appelez-moi Gérard !» Il s'accouda à la balustrade, contemplant Paris illuminé. « Vous savez, j'ai l'habitude de connaître tous les amis de mon fils. Mais vous êtes une énigme. Je ne cherche pas à l'être. Non, j'imagine. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut une intelligence redoutable. « Dites-moi, Océane, c'est bien votre vrai prénom ?»
Que faites-vous exactement dans la vie? Le moment de vérité était arrivé. Océane pensa à grand-mère Agnès, à sa mère, à la fierté qu'elle leur devait. « Je travaille dans votre entreprise, monsieur. » La nuit, Gérard haussa un sourcil, mais ne sembla pas surpris. « Femme de ménage? » « Oui. » Un silence pesant s'installa. Puis, à sa grande surprise, Gérard sourit. « Vous avez du courage, mademoiselle. Peu de personnes oseraient affronter ce milieu en assumant leurs origines. Maël ne le sait pas encore, avoua-t-elle dans un souffle. Mon fils est plus intelligent que vous ne le pensez, et plus amoureux aussi. » Gérard posa une main paternelle sur son épaule. « Mais attention, jeune fille, l'amour ne suffit pas toujours à combler certains fossés. » Quand Maël la retrouva quelques minutes plus tard, Océane contemplait toujours les lumières de Paris, le cœur lourd des paroles de son père. « Vous allez bien ?» Il glissa ses bras autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Je ne suis pas à ma place ici, Maël. Vous êtes à votre place partout où je suis. » Il déposa un baiser dans ses cheveux. « Et ce soir, vous avez été parfaite. » Mais en rentrant chez elle aux premières lueurs de l'aube, Océane savait que la vérité ne pourrait pas rester cachée éternellement. Et elle redoutait le moment où Maël découvrirait qui elle était vraiment. Les jours qui suivirent le gala furent étranges pour Océane. Maël semblait sur un nuage, multipliant les attentions délicates. Fleurs livrées chez elle, messages tendres, invitations à déjeuner dans des petits bistrots discrets, loin des regards indiscrets de son monde. Mais elle sentait un poids grandir dans sa poitrine, celui du mensonge par omission qui s'épaississait entre eux. Ce mercredi après-midi, en rentrant des courses pour grand-mère, Océane trouva Agnès assise à la table de la cuisine, une vieille boîte à chaussures ouverte devant elle. Des lettres jaunies, des photographies en noir et blanc, et des documents étaient éparpillés autour d'elle. « Grand-mère, que fais-tu » Agnès leva vers elle un visage troublé, ses yeux habituellement pétillants, voilés par une émotion qu'Océane n'arrivait pas à identifier. « Ma chérie, assieds-toi. »« Il faut que nous parlions. » Océane posa ses sacs et s'installa face à sa grand-mère, inquiète. « Tu vas bien ?»« Physiquement, oui, mais depuis que tu m'as parlé de ce Maël Monvignon, quelque chose me tracasse. » Agnès poussa une photographie vers elle. « Regarde ça. » Sur le cliché, on voyait une jeune femme brune en blouse blanche, souriant devant ce qui ressemblait à un atelier. Au dos, une écriture soignée. Sylvie Lavergne, 1985. Atelier de couture, Montvignon. C'est maman. Océane examina attentivement la photo, reconnaissant les traits fins et les yeux avelot clairs qu'elle avait hérités. Oui, ta mère travaillait pour l'entreprise Montvignon, avant ta naissance. Agnès sortit une enveloppe de la boîte. J'ai retrouvé ces lettres de l'époque. Lisses. D'une main tremblante, Océane déplia la première lettre. L'écriture de sa mère, qu'elle ne connaissait que par quelques cartes d'anniversaire conservées, dansait sous ses yeux. « Ma chère maman, l'atelier fonctionne bien, mais les temps deviennent difficiles. Monsieur Montvignon père parle de restructuration, de modernisation. Il dit que la couture artisanale n'est plus rentable. J'ai peur pour mon emploi, pour notre avenir. Avec le bébé qui arrive, Océane sentit son sang se glacer. « Quel bébé ?»« Toi, ma chérie. » Agnès prit sa main dans la sienne. Continue de lire. La lettre suivante était datée de 3 mois plus tard. « Maman, c'est fini. Montvignon a fermé l'atelier aujourd'hui. 23 employés à la rue du jour au lendemain. Il a dit que c'était une décision économique, que les temps modernes exigeaient des sacrifices. Mais j'ai entendu qu'il rouvrait avec de la main-d'œuvre étrangère moins chère. Que vais-je devenir avec Océane ?» Les mains d'Océane tremblèrent maintenant. Maman a perdu son travail à cause des Montvignon? Ce n'est pas tout. Agnès sortit un document officiel. Regarde ça. C était un arrêt de travail médical daté de quelques semaines après la fermeture de l'atelier. En marge, des notes griffonnées de la main de sa mère. Stress, dépression postpartum aggravée par la perte d'emploi. Ne trouve pas de nouveau travail avec un bébé. Ta mère ne s'est jamais remise de cette période, murmura Agnès, les larmes aux yeux. Elle, qui était si fière de son métier, si talentueuse, se retrouver au chômage avec un nouveau-né l'a brisée. Elle a développé cette maladie cardiaque à force de stress et d'angoisse. Océane se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Tu es en train de me dire que les Montvignon sont responsables de la mort de maman. Je dis que leur décision a déclenché une série d'événements qui ont détruit sa santé, oui. » L'appartement sembla tourner autour d'Océane. Tout ce qu'elle croyait savoir vacillait. L'homme qu'elle aimait, dont elle portait encore le collier de perles autour du cou, appartenait à la famille qui avait détruit la sienne. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?»« Parce que tu étais trop petite. Et ensuite,
Ensuite, j'ai pensé que cela ne servirait que à te remplir de haine. Ta mère n'aurait pas voulu ça. Agnès se leva difficilement. Mais maintenant que tu fréquentes ce garçon, il ne sait rien, explosa Océane. Maël ne sait même pas que je travaille dans son entreprise. Il ne sait rien de qui je suis vraiment. Alors peut-être est-il temps qu'il apprenne. Ce soir-là, Océane ne se rendit pas au bureau. Elle resta prostrée dans sa chambre, fixant le plafond, le cœur déchiré entre l'amour qu'elle portait à Maël et la loyauté qu'elle devait à la mémoire de sa mère. Son téléphone vibra plusieurs fois. Des messages de Maël. « Vous allez bien ? Vous me manquez. Océane, répondez-moi, s'il vous plaît. J'arrive chez vous. » Elle bondit de son lit. Il ne pouvait pas venir ici, voir la modestie de leur logement, découvrir la vérité de cette façon. Elle lui envoya rapidement un message. « Tout va bien. Juste fatigué. À demain. » Mais elle savait qu'elle mentait. Rien n'irait plus jamais bien. Comment aimer un homme dont la famille avait causé tant de souffrance à la sienne? Comment continuer à vivre dans ce mensonge? Grand-mère Agnès vint frapper à sa porte vers minuit. « Ma chérie, tu ne dors pas? Comment le pourrais-je » Agnès s'assit au bord du lit, caressant doucement les cheveux de sa petite fille, comme quand elle était enfant. « Tu sais, ta mère aimait dire quelque chose. On ne choisit pas d'où l'on vient, mais on peut choisir qui on devient. Ce garçon, il n'est pas son père. Hélène n'était qu'un enfant à l'époque, mais ils portent leur nom, grand-mère. Ils bénéficient de leur fortune bâtie sur les ruines de familles comme la nôtre. C'est vrai. Mais toi, que vas-tu choisir de faire? Laisser le passé détruire ton avenir ou affronter la vérité avec courage? » Océane ferma les yeux, sentant les larmes rouler sur ses joues. La réponse, elle la connaissait déjà. Il fallait qu'elle dise la vérité à Maël. Toute la vérité. Même si cela devait les détruire, Océane passa une nuit blanche, répétant mentalement les mots qu'elle devrait prononcer. À l'aube, elle avait pris sa décision. Elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Maël méritait de connaître la vérité, même si cette vérité risquait de tout détruire entre eux. Elle lui envoya un message simple. « Retrouvez-moi ce soir dans votre bureau. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » La journée éternisa. Océane erra dans l'appartement comme une âme en peine, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Grand-mère Agnès la regardait avec compassion, comprenant la tempête qui se déchaînait dans le cœur de sa petite fille. « Tu es sûre de ton choix ?» demanda-t-elle vers 18 heures, alors qu'Océane se préparait à partir. « Non, mais c'est le bon. » Océane enfila sa veste, glissant dans sa poche les lettres de sa mère. S'il m'aime vraiment, il comprendra. Et sinon, tu auras fait ce qu'il fallait. Le trajet vers le bureau lui parut durer une éternité. Dans l'ascenseur qui montait vers le 23e étage, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Quand les portes s'ouvrirent, elle vit Maël qui l'attendait dans le couloir, l'inquiétude marquée sur son visage. « Océane !» Il s'approcha d'elle, cherchant à lire dans ses yeux. « Que se passe-t-il? Vous semblez bouleversée. Entrons dans votre bureau, s'il vous plaît. » Il la guida à l'intérieur, refermant la porte derrière eux. Océane s'avança vers les grandes baies vitrées, contemplant Paris qui s'illuminait peu à peu. Elle avait besoin de cette distance pour trouver le courage de parler. « Maël Saint depuis le début. Je ne vous ai pas dit qui j'y étais vraiment. Que voulez-vous dire ?» Il s'approcha lentement, comme pressentant que quelque chose d'irréparable était sur le point de se jouer. « Mon nom est bien Océane Lavergne. Mais ce que vous ne savez pas, » elle se retourna, le regardant droit dans les yeux, « c'est que je travaille ici, dans votre entreprise, la nuit. » Maël fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. « Vous travaillez... » « Comment ça? Je suis femme de ménage, Maël. C'est moi qui nettoie votre bureau chaque nuit. C'est pour ça que j'y étais endormie sur votre canapé il y a 2 mois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Océane vit les émotions se succéder sur le visage de Maël. Incompréhension, surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la trahison. « Vous étiez là pour travailler. » Sa voix était devenue rauque. « Tout ce temps, vous me mentiez. Je ne mentais pas. J'avais peur. Peur de votre réaction. Peur que vous me voyiez différemment. » Différemment? Il passa une main dans ses cheveux, visiblement ébranlé. « Océane, vous croyez vraiment que votre travail m'importerait? Ce n'est pas tout. » Elle sortit les lettres de sa poche d'une main tremblante. « Il y a autre chose. Quelque chose que vous devez savoir sur votre famille et la mienne. » Maël la regarda disposer les documents sur son bureau, son visage se fermant progressivement. « Ma mère s'appelait Sylvie Lavergne. Elle travaillait pour votre entreprise dans les années 80, dans l'atelier de couture. » Elle vit Maël se raidir. « L'atelier que mon père a fermé, oui, en 1985. 23 employés licenciés du jour au lendemain. Ma mère enceinte parmi eux. » Sa voix se durcit malgré elle. «
Lisez ces lettres. Vous verrez ce que cette décision a causé comme dégâts. » Maël prit les lettres, ses mains tremblant légèrement. Océane observa son visage pendant qu'il lisait, voyant la douleur et la compréhension grandir dans ses yeux. « Mon Dieu !» murmura-t-il en reposant la dernière lettre. « Votre mère, elle est morte à cause de ça ?» Pas directement. Mais le stress, l'angoisse de se retrouver sans travail avec un bébé, ça a déclenché des problèmes cardiaques dont elle ne s'est jamais remise. Océane sentit les larmes monter. « Elle est morte quand j'avais 11 ans. Et pendant tout ce temps, j'ignorais que votre famille... » Océane. Maël contourna le bureau, tentant de s'approcher d'elle, mais elle recula. « Non, laissez-moi finir. » Sa voix se brisa. « Savez-vous ce que c'est de découvrir que l'homme qu'on aime appartient à la famille qui a détruit la vôtre, de réaliser qu'on porte au cou les perles de la femme dont le mari a causé la mort de votre mère ?» D'un geste brusque, elle détacha le collier et le posa sur le bureau. « Je vous aime, Maël. Je vous aime tellement que ça me fait mal. Mais comment puis-je continuer à vous aimer en sachant ça ?» Maël resta immobile, le visage ravagé par émotion. « Océane, je ne savais pas. J'avais 8 ans quand c'est arrivé. Je sais que vous n'y êtes pour rien personnellement, mais vous portez leur nom. Vous bénéficiez de leur fortune. Et moi, » elle éclata en sanglots. « Moi, je trahis la mémoire de ma mère en vous aimant. Non. » Il s'avança vers elle, ignorant ses tentatives de recul. « Non, Océane, votre mère n'aurait pas voulu que vous viviez dans la haine. Elle n'aurait pas voulu que vous vous punissiez pour les erreurs de mon père. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle aurait voulu, » cria-t-elle, toute sa douleur explosant enfin. « Elle est morte. Elle est morte en se demandant comment elle allait élever sa fille. Et maintenant cette fille couche avec l'ennemi. » Ces mots blessèrent Maël comme une gifle. Il recula, le visage pâle. « C'est ce que je suis pour vous. »« L'ennemi ?» Océane le regarda, voyant sa propre souffrance reflétée dans ses yeux, et comprit qu'il n'y avait pas de réponse possible à cette question. Pas maintenant, pas avec toute cette douleur entre eux. « Je ne sais plus, » chuchota-t-elle, « je ne sais plus rien. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Océane, attendez !» Il la rattrapa, attrapant sa main. « Ne partez pas comme ça. Nous pouvons en parler, trouver une solution. » Elle se dégagea doucement, le regardant une dernière fois avec tout l'amour qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais exprimer. « Il n'y a pas de solution à ça, Maël. Il n'y en a jamais eu. » Et elle sortit, laissant derrière elle un homme brisé et un amour qui semblait désormais impossible. 15 jours s'écoulèrent dans un silence assourdissant. Océane avait démissionné par téléphone, incapable de remettre les pieds dans cet immeuble où chaque couloir lui rappelait Maël. Elle passait ses journées prostrée dans sa chambre, ne sortant que pour s'occuper de grand-mère Agnès, qui s'inquiétait de plus en plus. « Ma chérie, tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Agnès ce matin-là, en apportant un plateau de petit déjeuner qu'Océane n'avait pas demandé. « Tu dépéris à vue d'œil. »« Je vais bien, » mentit Océane, les yeux gonflés de larmes versées pendant la nuit. « Non, tu ne vas pas bien, et lui non plus, j'imagine. » Océane tourna la tête vers le mur. Elle ne voulait pas penser à Maël, à la douleur qu'elle avait vue dans ses yeux quand elle était partie, mais il hantait ses pensées, ses rêves, chaque seconde de sa vie éveillée. Ce même matin, à quelques kilomètres de là, Maël se tenait dans le bureau de son père, une enveloppe à la main. Il n'avait pas dormi depuis des jours, ses traits tirés témoignant de sa propre souffrance. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Gérard Monvignon en voyant l'enveloppe que son fils posait sur le bureau. « Ma démission. » Gérard leva les yeux, surpris. « Pardon ?» J'ai dit ma démission. Je quitte l'entreprise. « Maël, qu'est-ce qui te prend ? C'est à cause de cette fille ? Cette fille a un nom, Océane. Et oui, c'est à cause d'elle. Ou plutôt, à cause de ce que nous lui avons fait. » Maël sortit les lettres de Sylvie Lavergne de sa poche et les étala sur le bureau de son père. « Tu te souviens de ça ? 1985, fermeture de l'atelier de couture. » Gérard examina les documents, son visage se fermant progressivement. C était une décision économique nécessaire. Nécessaire. La voix de Maël monta. « Tu as détruit 23 familles du jour au lendemain. Cette femme, Sylvie Lavergne, était enceinte. Ta décision l'a tuée, père. C'est ridicule. Une fermeture d'atelier ne... » « Lisse ces lettres, » explosa Maël. « Lisse ce qu'elle a vécu à cause de toi. Le stress, l'angoisse, la maladie. Et sa fille, Océane, qui a grandi sans mère parce que tu as privilégié tes profits à la vie humaine. » Gérard se leva lentement, contournant son bureau. « Maël, tu dramatises. Les affaires sont les affaires. On ne peut pas sauver tout le monde. On peut essayer d'être humain. » Maël frappa du poing sur le bureau. « Cette femme que j'aime, elle me déteste maintenant à cause de notre nom.
et je ne peux même pas lui en vouloir. Un silence pesant s'installa. Gérard observa son fils, voyant pour la première fois la profondeur de sa souffrance. « Tu l'aimes vraiment, cette fille? Plus que ma propre vie ?» La voix de Maël se brisa. « Je l'ai perdue à cause de ce que nous avons fait. » Gérard soupira, semblant soudain porter le poids de ses années. « Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas ressusciter sa mère. »« Non, mais tu peux reconnaître tes erreurs. Tu peux essayer de réparer ce qui peut l'être. » Le lendemain, Océane reçut un visiteur inattendu. Grand-mère Agnès vint frapper à sa porte vers 14 heures. « C'est ma chérie, il y a quelqu'un pour toi. Je ne veux voir personne. Je crois que tu devrais faire une exception. » Océane descendit au salon et se figea. Gérard Monvignon était assis sur leur vieux canapé, l'air étrangement déplacé dans cet environnement modeste. Mais ce qui la frappa le plus, c'est qu'il tenait un bouquet de fleurs blanches à la main. Mademoiselle Lavergne. Il se leva respectueusement. « Merci de me recevoir. Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix était froide, méfiante. « Vous présenter mes excuses et rendre hommage à votre mère. » Il lui tendit le bouquet. « Ces fleurs sont pour elle. Je sais que c'est dérisoire après tant d'années, mais... » « Mais quoi ?» Océane ne prenait pas les fleurs, les bras croisés. « Mais j'ai réalisé grâce à mon fils que mes décisions avaient des conséquences humaines. Sylvie Lavergne n'était pas qu'un nom sur une liste de licenciements. C était une mère, une fille, une femme avec des rêves et des peurs. » Il posa les fleurs sur la table basse et sortit une enveloppe de sa poche. « Je ne peux pas réparer le passé, mais je peux essayer de construire un avenir différent. » Il lui tendit l'enveloppe. « C'est un chèque. Le montant des indemnités que votre mère aurait dû recevoir, avec intérêt sur 39 ans. » Océane regarda l'enveloppe sans la prendre. « Vous croyez que l'argent peut tout acheter? Non, mais j'espère qu'il peut permettre de réaliser des rêves. » Il marqua une pause. « Mon fils m'a dit que vous vouliez ouvrir un atelier de couture. Considérez ceci comme un investissement dans l'héritage de votre mère. » « Pourquoi ?» Sa voix tremblait malgré elle. « Tout pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu mon fils mourir un peu plus chaque jour depuis que vous êtes parti. Parce que j'ai compris que l'amour vaut tous les profits du monde. Et parce qu'il est temps que les Monvignon réparent leurs erreurs. » Grand-mère Agnès, qui avait écouté depuis le seuil, s'avança doucement. « Océane, prends l'enveloppe. Grand-mère, ta mère aurait voulu que tu aies ton atelier. Peu importe d'où vient l'argent. » Agnès posa une main sur l'épaule de sa petite fille. « Et elle aurait voulu que tu sois heureuse. Maël m'a aussi demandé de vous dire quelque chose, » ajouta Gérard. « Il vous aime, et il vous attendra aussi longtemps qu'il le faudra. » Océane prit enfin l'enveloppe, les larmes coulant librement sur ses joues. Pour la première fois depuis 15 jours, elle sentit quelque chose remuer dans son cœur. Pas encore l'espoir, mais peut-être la possibilité d'un espoir. « Où est-il » murmura-t-elle. « À la gare d'Austerlitz, quai 3, tous les jours à 18 heures. » Gérard sourit tristement. Il dit que c'est là que les histoires commencent et finissent. 3 jours passèrent avant qu'Océane trouve le courage de se rendre à la gare d'Austerlitz. Elle avait passé ses journées à réfléchir, à relire les lettres de sa mère, à parler avec grand-mère Agnès qui lui répétait sans cesse « L'amour pardonne tout, ma chérie, et ta mère t'a appris à aimer, pas à haïr. » Ce vendredi soir, elle choisit avec soin sa tenue, la robe qu'elle avait retouchée elle-même, d'un vert tendre qui faisait ressortir ses yeux avelats clairs. Elle brossa longuement ses cheveux noirs, les laissant tomber librement sur ses épaules. Dans son sac, elle glissa la photo de sa mère dans l'atelier Monvignon et l'enveloppe de Gérard, qu'elle avait finalement ouverte. Le montant l'avait laissé sans voix, assez pour ouvrir son atelier, pour soigner grand-mère, pour recommencer. La gare d'Austerlitz bourdonnait de l'activité habituelle de 18 heures. Les voyageurs se pressaient vers leur train. Les annonces résonnaient sous la verrière, et l'odeur caractéristique de métal et de voyage flottait dans l'air. Océane se dirigea vers le quai 3, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Et là, sur un banc face aux voies, elle le vit. Maël était assis, immobile, regardant les trains partir sans lui. Il portait un simple pull gris et un jean, loin de ses costumes habituels. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses traits tirés témoignant de nuits sans sommeil. Mais quand il leva les yeux et la vit approcher, son visage s'illumina d'un espoir si pur qu'Océane sentit son cœur fondre. Océane. Il se leva lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il bougeait trop vite. « Votre père m'a dit que vous m'attendiez ici. Depuis 15 jours, sa voix était rauque d'émotion. Je savais que si vous veniez, ce serait ici, là où tout a commencé pour vous. » Océane fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre grand-mère m'a tout raconté. » Il s'approcha d'un pas. « C'est ici que vous attendiez votre mère quand vous étiez petite.
Ici qu'elle vous avait donné rendez-vous le jour où elle n'est jamais venue. Les larmes montèrent instantanément aux yeux d'Océane. Comment savez-vous ça? Parce que j'ai voulu tout savoir de vous, tout comprendre. Votre grand-mère a accepté de me recevoir, et elle m'a parlé de votre mère, de vous, de cette petite fille qui attendait sur ce banc en espérant qu'un jour, quelqu'un viendrait enfin la chercher. Il était maintenant si proche qu'elle pouvait sentir son parfum familier. Je veux être cette personne, Océane, celle qui vient vous chercher, celle qui ne vous abandonnera jamais. Maëlle, sa voix se brisa. Votre famille a détruit la mienne, je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça. J'ai quitté l'entreprise. Je vais créer ma propre société, éthique, humaine, une entreprise dont votre mère aurait été fière. Vous avez quitté votre famille? J'ai quitté leur façon de faire des affaires. Pas eux. Mon père, il change, Océane, grâce à vous. Il a compris ce que ses décisions avaient coûté. Maëlle sortit quelque chose de sa poche, le collier de perles qu'elle avait laissé sur son bureau. Ces perles appartenaient à ma mère, mais je voudrais qu'elles deviennent les vôtres, pas comme un héritage du passé, mais comme une promesse d'avenir. Je ne peux pas. Elle recula d'un pas. Si, vous pouvez. Il ouvrit le fermoir avec des gestes délicats. Ma mère aurait aimé votre mère. Elles étaient toutes les deux des femmes courageuses qui se battaient pour leurs enfants. Laissez leurs héritages s'unir. Océane sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. La colère, la culpabilité, la douleur, tout semblait s'évaporer face à l'amour sincère qu'elle lisait dans les yeux de Maëlle. Votre grand-mère m'a dit autre chose, continua-t-il, en passant délicatement le collier autour de son cou. Elle m'a dit que votre mère vous avait appris que l'amour était plus fort que tout, plus fort que la douleur, plus fort que le passé, plus fort même que la mort. Grand-mère a dit ça, murmura Océane. Elle m'a aussi dit que Sylvie Lavergne avait épousé l'homme qu'elle aimait malgré l'opposition de sa famille, qu'elle avait choisi l'amour plutôt que la rancœur. Il prit ses mains dans les siennes. Choisissez l'amour, Océane, choisissez-nous. Autour d'eux, la gare continuait sa vie trépidante, mais ils étaient dans leur bulle, suspendus entre passé et avenir. Océane regardait cet homme qui avait tout abandonné pour elle, qui l'attendait patiemment sur ce banc chaque soir, et comprit qu'il avait raison. L'amour était plus fort que tout. « Je vous aime », murmura-t-elle enfin. « Moi aussi, je vous aime, pour toujours. » Leurs lèvres se joignirent dans un baiser qui goûtait les larmes et les promesses. Autour d'eux, les voyageurs souriaient en voyant ces deux âmes qui venaient de se retrouver. Quand ils se séparèrent, Océane sortit la photo de sa mère de son sac. « Maman », chuchota-t-elle en regardant le cliché, « j'ai trouvé l'amour, et je crois que tu approuverais. » Un rayon de soleil couchant traversa la verrière, baignant la photo d'une lumière dorée. Maëlle passa son bras autour des épaules d'Océane, et ensemble, ils regardèrent les trains partir vers d'autres destinations. Leur histoire, elle, ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, dans le petit atelier de couture Sylvie, que Maëlle avait aidé Océane à ouvrir dans le Marais, une pancarte annonçait « Nous créons des robes qui racontent des histoires d'amour ». Et au fond de l'atelier, sur un chevalet, trônait la photo de Sylvie Lavergne, souriante, veillant sur sa fille qui avait finalement choisi d'être heureuse. Fin. Pourriez-vous pardonner et aimer quelqu'un de la famille qui a détruit la vôtre? Océane a dû choisir entre la loyauté envers la mémoire de sa mère et l'amour véritable pour Maëlle. Et vous? Seriez-vous capable de surmonter un passé douloureux pour un amour présent ou certaines blessures sont-elles trop profondes pour guérir? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.